Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral, on va essayer de traiter le sujet suivant, faut-il croire au sondage? Comme d'habitude, la vidéo va être séparée en trois parties, une première partie qui correspondra à une courte présentation d'environ 5 minutes, une deuxième partie où on traitera deux questions possibles, et enfin une dernière partie où on traitera un lien possible entre une orientation et la question. Sur ce, bonne vidéo! À chaque élection présidentielle, une pluie de sondages sont émis tout au long de la campagne. Ce fut encore le cas pour les élections qui se sont déroulées en 2022. Beaucoup de personnes doutent de leur fiabilité et les remettent en cause. Si on prend l'exemple de Valérie Pécresse, créditée d'environ 8% des voix au premier tour, et qui termine avec un résultat de seulement 4,8%, on est en droit de se poser la question suivante, faut-il croire au sondage? Dans un premier temps, nous définirons ce qu'est un sondage, puis leur construction mathématique, puis nous discuterons de leur pertinence. Un sondage est une méthode statistique qui consiste à estimer une proportion d'un caractère, d'une opinion, dans une population à partir d'un échantillon de cette population. Toute la population n'est donc pas interrogée via un sondage. C'est donc seulement une partie de celle-ci qui est interrogée, donc le sondage n'est qu'une projection qui est faite à partir de l'échantillon. Contrairement à ce que l'on peut penser, et contrairement à ce qui nous est le plus souvent présenté dans les médias, un sondage ne donne pas une estimation d'une proportion sous la forme d'une valeur unique, mais plutôt sous la forme de ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Cet intervalle donne une valeur minimale et une valeur maximale qui peuvent être prises par la proportion que l'on cherche à estimer avec une certaine marge d'erreur. Pour construire notre intervalle, on interroge n personnes de manière aléatoire et on calcule f, la fréquence des personnes interrogées en accord avec l'opinion sondée. On fixe un degré de confiance souhaité, en général 95%, et on calcule l'intervalle en utilisant la formule notée sur le support. La construction mathématique de l'intervalle de confiance utilise le théorème de la limite centrale, un résultat de probabilité un peu complexe que je ne détaillerai pas. Illustrons cette formule avec l'exemple d'un sondage réalisé par Ipsos le 8 avril 2022 sur la base de 7321 individus concernant les résultats du premier tour de la présidentielle. Selon ce sondage, Valérie Pécresse est créditée de 8,5% d'intention de vote. Si on utilise la formule de l'intervalle de confiance, on peut estimer que son score réel devrait donc se situer entre 7,9% et 9,1%, avec un degré de confiance de 95%. Or, son résultat final a été de 4,8%, donc bien en deçà de la prédiction du sondage. Peut-on considérer que cette erreur est due aux 5% de chance de se tromper inhérente à la méthode de calcul? Eh bien, pas vraiment, car sur les 22 sondages effectués, seulement un avait correctement prédit l'issue du scrutin. On est bien loin des 95% de réussite annoncée par la formule mathématique. Doit-on remettre en cause cette formule? Eh bien, pour le vérifier, j'ai décidé d'écrire un programme Python qui simule 10 000 sondages effectués sur des échantillons de 7 000 individus qui présentent un caractère qui se manifeste avec une probabilité de 8,5% dans la population. Le résultat de cette simulation est sans appel, il n'y a pas d'erreur, plus de 95% des 10 000 sondages donnent une estimation correcte de la proportion dans la population. D'où vient l'erreur? Si elle n'est pas mathématique, elle doit être sociologique. En effet, un sondage mesure une opinion à un instant donné de la population. Mais cette opinion peut évoluer au cours du temps, contrairement à un critère fixe. Par exemple, la proportion de gens de plus de 50 ans.
De plus, la population a connaissance des sondages, donc on ne peut pas nier également que ceci ait une influence sur l'opinion des gens. Les travaux menés par Bourdieu ont mis en évidence plusieurs effets d'influence sur l'opinion, dont notamment l'effet bande-wagon. L'effet bande-wagon serait un effet d'opinion qui redirigerait les intentions de vote vers le vainqueur désigné par les sondages. En quelque sorte, l'effet vote utile. Cet effet a pu être au bénéfice d'Emmanuel Macron et au détriment de Valérie Pécresse et peut donc expliquer son score à la présidentielle. Pour conclure, on peut considérer que les sondages sont fiables d'un point de vue mathématique, cependant les fluctuations de l'opinion rendent sa mesure difficile par rapport à la mesure d'une donnée physique fixe. De nos jours, d'autres techniques sont utilisées pour mesurer l'opinion, notamment l'analyse de données provenant du web, notamment des réseaux sociaux. Pour construire notre intervalle de confiance, on utilise le théorème limite centrale. Lorsque l'on interroge n individus dans un échantillon, on peut considérer n variables xi indépendantes qui suivent chacune une loi identique de Bernoulli. L'individu va voter pour le candidat ou non de paramètre P. P, c'est la proportion de gens qui votent pour A dans la population. La somme de ces variables va donc nous donner une variable Sn. La variable Sn va donc suivre une loi binomiale de paramètres n et p. On transforme cette variable pour obtenir la variable yn. Et lorsque n est très grand, la variable yn suit ce que l'on appelle une loi normale qui a la forme d'une gaussienne. Tout d'abord, on fixe n à 10 000, ce qui correspond aux 10 000 sondages que l'on va simuler. On fixe P, la proportion du caractère étudié dans la population, à 8,5%. On crée deux variables, compteur, qui pour chaque sondage va compter le nombre d'individus présentant le caractère étudié, et la variable compteur bon, qui va compter le nombre de sondages qui ont donné une estimation correcte de la proportion. Pour simuler un sondage, on prend au hasard un nombre k, compris entre 0 et 1 via la fonction random. Si ce nombre est inférieur ou égal à 0,085, alors on considère que cela simule un individu présentant le caractère étudié. On incrémente alors la variable compteur de 1. On réitère le processus 7000 fois via une boucle et à la fin, on peut calculer la fréquence d'apparition du caractère dans l'échantillon, que l'on note petit f. On teste avec un bloc if si la variable p est bien comprise dans l'intervalle de confiance, que l'on peut calculer avec cette valeur. Et si c'est le cas, cela signifie que le sondage est considéré comme bon. Et donc, on incrémente la variable compteur bon de une unité. On répète le processus 10 000 fois via une boucle pour, et à la fin, on renvoie le pourcentage de sondages qui ne se sont pas trompés. Le principe est d'analyser les messages politiques diffusés sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter. Pour chaque candidat à l'élection, on analyse le nombre de posts où il est mentionné, et pour chacun, si cette mention est faite de manière positive ou négative. À partir de ces données, on essaie d'estimer une tendance.
Cette méthode présente de gros désavantages car elles sont principalement des gens très actifs sur les réseaux qui sont souvent des partisans ou des opposants des candidats. Et ceux-ci peuvent donc saturer l'espace web de messages. De plus, l'analyse du caractère positif ou négatif d'un message n'est pas encore très au point. Ce sujet peut tout à fait convenir à un élève qui souhaiterait devenir ingénieur statisticien. Pour devenir ingénieur statisticien, on peut intégrer une prépa scientifique ou une licence en mathématiques, économie ou statistique. À la suite de ça, il faut valider un master ou un bac+5 en école d'ingénieur pour accéder à ce poste. Par exemple, le master mention économétrie et statistique peut être une formation possible. Polytech Lille, ISUP, ENSA, ENSAI sont des écoles formant à ce métier. La mission de l'ingénieur est de collecter les données, superviser des enquêteurs, les traiter, c'est-à-dire via l'informatique, puis présenter les résultats lors de réunions, faire des dossiers de synthèse. Les études statistiques peuvent porter sur la politique, la santé, le commerce. Pour exercer ce métier, il faut des affinités avec les mathématiques, l'informatique, le travail en équipe. Il faut également un bon esprit de synthèse et un bon esprit d'analyse. Le salaire est très variable en fonction de l'employeur, public ou privé, et est compris entre 1 900 et 3 200 € net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très important pour la faire vivre. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous souhaiteriez que je vous traite, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous souhaite bon courage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.